Bonsoir. Près de 2 milliards de francs CFA pour sauver la filière tomate, c'est ce que demande le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Fortement impactés par la pandémie du coronavirus, les producteurs de tomates sont aux abois. Au cours de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie de riposte contre la maladie récemment tenue à l'immeuble Étoile, Gabriel Bayrobé, le Minagri, ou alors le ministre de l'Agriculture tout simplement, a présenté un plan qui met en avant des subventions tant dans la distribution des semences que des produits phytosanitaires. On peut également noter l'achat du matériel tel que les motopompes ou encore des pulvérisateurs. Est-ce suffisant pour juguler le problème lorsque les producteurs, eux, demandent la réouverture des frontières ou par ailleurs la réouverture de la société de conserverie, des conserveries alimentaires du Noun en abrégé SCAN? Comment se fera la répartition des 2 milliards lorsque les chiffres officiels parlent d'un peu plus de 300 000 producteurs? Nous allons ce soir aider de notre invité présenter la situation et plus loin les pistes de solutions. Diplômé de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC, il a fait son primaire à Limbé, c'est dans le sud-ouest, et il va aller à Makak dans le centre pour le secondaire avant de rentrer dans le sud-ouest où il va faire l'université de Boya. Détenteur d'un Master 2 en journalisme de paix, il est également enseignant de journalisme à l'Institut Jean-Paul II, c'est à Yaoundé. Au parcours plutôt atypique, notre hôte de ce soir est passé du journalisme au community manager et il faut ajouter à ses cordes désormais l'agriculture. À peine 30 ans, le natif de Malantouen dans le département du Noun, région de l'Ouest, est le promoteur de l'association Un diplômé, un champ. Alain-Georges Lietbo est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, c'est un plaisir énorme de répondre favorablement à votre invitation. Je rappelle que vous venez de Yaoundé, j'espère que vous avez bien voyagé et que la ville de Douala vous a bien accueilli, malgré la pluie. Oui, il y a cette fine pluie du matin qui a failli nous faire peur lorsque nous entrions dans la ville, mais tout s'est bien passé jusqu'ici. Bon, elle était fine de votre côté. De l'autre côté de la ville, c'était vraiment... Alors, on parle agriculture ce soir. Parmi les cultures de rente, on cite très souvent le café, le cacao, un peu plus loin la banane. Est-ce que la tomate peut être... on peut faire classer la tomate? Si oui, à quel niveau? Alors, la tomate fait partie des cultures maraîchères. La tomate est un fruit-légume et qui se consomme, qui est très très prisé au Cameroun parce que en partie, chaque Camerounais consomme environ 42 kg de tomates chaque année. Ah, par an. Par an. Donc, et nous avons la possibilité d'avoir plusieurs aires où cette culture est pratiquée. Nous avons entre autres le bassin de production de Noun qui est le plus important. Nous avons également la zone du nord-ouest où on cultive également la tomate. Nous avons même au nord où on cultive la tomate et les bassins du centre. Et un peu aussi dans le littoral, mais ce n'est pas une culture qui est suffisamment développée dans le littoral. Donc la tomate fait partie de notre quotidien. Je suis sûr que même chez vous, à la maison, vous ne passez même pas un jour sans avoir besoin d'utiliser une tomate. Donc c'est dans nos mœurs. La tomate, c'est un aliment qu'on consomme au quotidien. Mais elle n'est pas citée dans les cultures de rente, ou alors c'est parce que ça ne rapporte pas? La tomate, oui, on peut, parce qu'on peut la citer parmi les cultures de rente. La tomate est une culture extrêmement rentable. Là je vous le concède parce que lorsque vous avez mis sur pied un hectare de tomates, avec environ 1 million, disons 1,7 million, 1,2 million pour la mise sur pied d'un hectare de tomates. Et vous avez pour un hectare de tomates, lorsque c'est une sémence qui est améliorée, vous avez environ une récolte estimée à 1000 cajots, parce que l'unité de mesure pour les paysans, ce sont les cajots. Donc vous avez à peu près 1000 cajots, et alors si vous vendez votre cajot, vous sortez
lorsque le marché, parce que le marché de la tomate est assez complexe. Assez complexe. Si vous le vendez à 2500 francs ou à 3500 francs, vous avez quand même, ça fait 3,5 millions. Ça vous fait quand même une marge non négligeable d'1 million. Et aussi, vous pouvez arriver, vous trouver sur le marché que la tomate coûte 7000 francs. Vous voyez un peu la marge que cela dégage. La tomate est une activité exigeante dans la production, parce qu'on a souvent l'habitude de dire dans le jargon, permettez-moi l'expression, c'est comme le diambo. En fait, c'est le jeu du hasard. Ah, vous pouvez visiter votre champ de tomates à 14h15, vous revenez à 14h16, il est complètement à terre, il est complètement foutu. Il y a une attaque des méduses, complètement détruit le champ. Vous avez, imaginez, vous avez investi sur 2, 3, 4 hectares. Et quand la tomate veut se gâter, elle se gâte complètement. Vous n'avez pas grand-chose à récupérer. Mais ça reste que c'est une culture assez rentable et où on encourage davantage les jeunes à s'y mettre. C'est ce qui justifie d'ailleurs le nombre très élevé de jeunes qui s'intéressent à cette activité. Oui. Vous avez embrayé sur la deuxième question. Je voulais savoir à peu près financièrement, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Si moi je suis un jeune, je me lançais dans la tomate justement, peut-être sur 1 hectare, qu'est-ce qu'il faut prévoir financièrement? Là, vous avez déjà parlé des semences. Combien est-ce que je devrais avoir au minimum pour me lancer dans la culture? Alors, la culture de la tomate, comme la plupart des cultures maraîchères, de façon spécifique, parce qu'il faudrait qu'on puisse déconstruire. Quand on dit 2 millions, 2 millions et demi, qu'est-ce que cela représente en fait? Donc, vous avez la première chose qu'il faut avoir déjà, il faut avoir une parcelle de terrain. Une parcelle de terrain qui peut être soit un legs, soit une location, soit un bien propre. Et ensuite, là, maintenant, il faut avoir de la sémence. Maintenant, vous devez savoir que sur le marché, il y a des semences qui sont dites améliorées, qui sont dites hybrides. Alors, ces semences, vous avez des semences de 50 grammes qui peuvent vous coûter dans les 2500 francs, 5000, ça dépend des zones. Et vous avez également la même quantité de semences qui coûtent 10 000. Donc, quand vous voulez commencer votre champ de tomates, vous devez vous décidez si c'est la semence hybride que vous allez choisir. La semence hybride a cet avantage qu'elle produit plus, elle est plus résistante aux maladies. Donc, vous achetez votre semence. Alors, pour un champ de 10 000 mètres carrés, l'équivalent d'un hectare, vous allez acheter environ 2 à 3 boîtes de 500 grammes de semences. Et alors, vous avez, par exemple, pour ne pas faire de publicité, vous avez une semence sur le marché, dont je préfère ne pas donner le nom là, qui coûte 80 000 francs. Le gramme. 500 grammes 80 000 francs. Oh. Vous devez en acheter 3. Vous voyez un peu le budget augmente. Donc, après avoir acheté cette semence-là, vous devez préparer, vous devez faire la pépinière. La pépinière, c'est un coût. La pépinière, la tomate, ça dure entre 3 semaines et 1 mois. Donc, après la pépinière, maintenant, il faut payer des personnes pour aller transplanter. Et même avant de transplanter, il faut préparer le terrain, il faut faire ce qu'on appelle des bions. Il faut faire des bions. Et dans des zones comme celle de l'Ouest, pour faire un bion d'environ 50 mètres, vous devez dépenser un peu plus de 800 francs CFA pour pouvoir le faire. Donc ça varie vraiment en fonction des zones. Alors après, maintenant, cette étape, il faut transplanter. Transplanter nécessite la main d'œuvre. Si vous avez 3, 4, 5 hectares à transplanter, ça veut dire prendre pied après pied et s'aimer. Pied après pied avec les écarts qu'il faut, les écarts d'autour d'1 mètre qu'il faut. Donc vous imaginez donc, sur 50 mètres combien de pieds de tomates vous allez mettre et il faut la main d'œuvre. Après maintenant cette étape-là, il faut l'entretien. Une fois que la tomate a commencé à sortir, avant même qu'elle sorte de terre, il faut l'arrosage. Ouais. Si c'est en saison de pluie, tant mieux, on peut compter sur la dame nature. Il y a l'arrosage naturel qui est fait avec les pluies. Et il faut commencer le traitement avec... Il faut commencer le traitement pour prévenir. Généralement, c'est le traitement à l'aide de fongicides et d'insecticides. Donc, avec les insecticides, c'est pour éviter toute attaque d'insectes qui pourront détruire votre plante. Donc, généralement, les pulvérisations varient selon les saisons. Si c'est la saison de pluie, vous pouvez finir une pulvérisation aujourd'hui. À midi, il pleut à midi 30. Vous devez recommencer. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il faut, par exemple, pour pulvériser une superficie de 10 000 mètres carrés, donc 1 hectare. Donc, après cette étape-là, maintenant aussi, vous devez passer à ce qu'on appelle l'engraissage. C'est acheter des engrais
Bon, c'est vrai que dans le cadre des cultures qui se développent au Cameroun, c'est les engrais chimiques qu'on utilise. Alors, les engrais, ça a également un coût. Vous devez, en fonction de votre sol, savoir comment doser l'engrais. Vous devez donc acheter des sacs d'engrais. Et c'est plusieurs hein, pour un hectare. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent, vous voyez. Donc après cette étape-là, maintenant, on continue l'entretien. Après, il viendra maintenant la récolte. Et vous payez également pour récolter. Après il y a encore un coût pour la récolte. Il y a un coût pour la récolte. C'est des personnes. Ça nécessite une main-d'œuvre abondante pendant la récolte. Et durant cette récolte, vous devez également acheter des cajots pour pouvoir mettre vos tomates et faire le calibrage. Et maintenant, chercher les transporteurs. Parce que soit si vous avez la chance, vous pouvez vendre votre tomate Borchamp. Ouais. Ou alors, maintenant, vous devez transporter pour amener, comme c'était le cas tel qu'on a observé récemment dans les différents marchés. Vous devez, par exemple, quitter la zone de production de Komiambita, par exemple, qui est dans le centre du Cameroun. Ou alors, vous devez quitter un espace, une ville limitrophe, là, de Douala, peut-être, qui est à 40-30 km. Vous payez le transport. Carrément. Vous devez, oui, bien sûr, vous quittez par exemple Fumbrot pour Yaoundé. Alors, où un seul cajot de tomates, quand même, vous coûte entre 650 et 1000 francs. Ah, le frais de transport. Le frais de transport. Donc, vous voyez, c'est une chaîne qui nécessite d'avoir quand même assez de moyens pour pouvoir développer. Mais en gros, ça peut être combien on peut avoir dans le sac quand même pour se lancer? Alors, pour se lancer dans un hectare de tomates, si c'est en saison de pluie, vous pouvez quand même vous en sortir avec entre 1,5 million et 1,7 million. Maintenant, si c'est en saison de pluie, il va falloir maintenant mettre système d'irrigation. On peut se retrouver à 3 millions facilement. D'accord. Bon, vous nous avez dit tout à l'heure que si tout se passe bien, on a quand même une marge d'1 million de gains. Bien sûr. Et quand vous avez vos 3 hectares ou vos 2 hectares de tomates, vous avez investi environ 5 à 6 millions en fonction des saisons. Vous pouvez facilement vous dégager un bénéfice de 3 millions quand les ventes sont bonnes. Ça veut dire si vous sortez environ 1000 cajots par hectare, vous en avez 2000, 3000. Sur les 3 hectares, vous multipliez par 4000 francs ou 3500 francs ou 7000 francs. Vous voyez le gain. Il y a des gens qui ont fait la tomate une seule fois et sont devenus millionnaires. Ils ont fait 5-6 hectares et la tomate se vendait à ce moment à 8000 à 15 000. Ils sont devenus millionnaires. Et il y en a qui ont fait cette année et qui sont endettés. Ah oui, absolument, comme coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut à peu près évaluer la marge de perte de tomates en chiffres? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il serait un peu difficile de s'aventurer à donner un chiffre. Néanmoins, nous avons entrepris cette démarche dans le cadre de notre association puisque nous y travaillons depuis plusieurs semaines. Et il faut déjà avoir le nombre de superficies totales qui ont été affectées. Ça nous permettra d'avoir des chiffres. Mais en gros, quand même, le marché de la tomate au Cameroun, c'est un peu plus de 150 milliards chaque année. Alors, vous voyez donc, au bout, si on essaie de retirer cette période-ci, c'est-à-dire les 3 mois-ci, on essaie de faire un calcul, vous comprendrez que c'est plusieurs milliards de francs CFA qui ont été perdus, en attendant qu'on puisse donner des données un peu plus clarifiées là-dessus, ce qui justifie d'ailleurs des suicides. Il y en a qui se sont suicidés par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu rembourser. Vous avez pris 12 millions de francs CFA pour faire quelques hectares de tomates avec. Vous êtes parti vendre, vous avez vendu le cadeau à 750, vous n'avez même pas eu 1 million de francs CFA. D'où vous viendra donc les 11 millions. Donc voilà un peu quoi. D'accord, nous sommes en période de coronavirus. On a approché quelques producteurs sur le marché. Ils ont soulevé en général 2 problèmes. La fermeture des frontières et la fermeture de la SCAN. On va commencer par la fermeture des frontières. Est-ce qu'on devrait comprendre que notre production doit aller exclusivement à l'extérieur pour s'en sortir? Alors, ici, il s'agit, c'est la politique de l'offre, de prix, en fait. C'est lui qui propose plus. OK? Alors, aujourd'hui, nous avons une production qui peut permettre qu'on peut qualifier de suffisante en termes de tomates. Et les producteurs sont parfois
ils sont parfois obligés de vendre leurs produits à l'étranger s'ils veulent avoir davantage de bénéfices. Donc c'est ce qui justifie que plus de 80% de nos productions de la tomate, ça va dans les pays voisins. Et si vous produisez, par exemple, je vous prends un cas pratique, vous êtes producteur dans l'arrondissement de Malantoune, par exemple. Vous avez au marché Gabon à Fumbout, un acheteur qui vient du Gabon, qui vient de la Guinée équatoriale et qui arrive, qui prend votre cajot de tomates à 8 000 francs. Alors, tandis que sur le marché local, on le paye à 3 000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre au plus offrant. C'est donc de ça qu'il est question. Mais maintenant, pour mettre fin à cette situation, nous l'avons dit dans les propositions que nous avons élaborées ces dernières semaines, il faudrait qu'on soit capable de contrôler les entrées au niveau de la frontière. Si vous laissez... Il y a des jours où vous arrivez dans un marché, 50 camions viennent, soit au marché de Fundi à Yaoundé, au marché Sandaga à Douala. Des camions viennent du Nigeria et achètent toute la production, tout ce qui est arrivé dans les différents, tout ce qui est arrivé. Et c'est tout simplement parce qu'ils proposent plus. Et il n'y a que l'État qui soit capable de structurer. Si on dit par exemple qu'au niveau des entrées, au niveau des frontières, on va limiter le nombre d'acheteurs de tomates par jour ou par semaine, ça va réguler le prix. Donc il faudrait qu'il y ait une réelle volonté. Pour le moment, tout planteur cherche l'intérêt, il cherche le gain. Qui va refuser de vendre son produit à celui qui offre davantage? Donc, si l'État ne prend pas ses responsabilités pour structurer, pour aider à contrôler, à stabiliser le prix, nous allons toujours assister à ce type de situation. Et on va assister aux situations où la tomate va coûter de plus en plus cher. Ouais, moi, je veux comprendre, parce qu'aujourd'hui, on se plaint, la quasi-totalité des producteurs ont avancé comme argument, parce que coronavirus, on a fermé les frontières. On a l'impression que toute notre production ne peut qu'aller dans ces pays-là. Pourtant, à l'heure actuelle, le ministre a déclaré que à l'extrême nord, dans la Damawa par exemple, le cajot coûte 13 000, 17 000 au nord et 18 000 à l'extrême nord. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres pistes à explorer dans le pays? Effectivement, il y a des pistes à explorer dans le pays. Nous avons également été informés de la situation dans la région du Nord. Et je tiens à préciser que la région du Nord et de la Damawa sont des raisons propices pour la culture de la tomate parce qu'elles ne sont pas exposées à certains types de maladies que nous avons ici dans le sud. Donc, c'est un espace, ce sont des zones propices aux cultures de la tomate. En fait, c'est un problème de structuration. Pour qu'on puisse être capable de pallier aux difficultés dans les régions septentrionales, il faut bien que le produit quitte les zones principales de production vers ces régions septentrionales et qui doit assurer. Parce que s'il faudrait que le producteur lambda achemine, prend ses tomates de Fumbout ou de Bankomo dans le centre pour Ngaoundéré ou pour Garoua, quand ça va arriver là-bas, s'il vendait à 2500 francs à Yaoundé, il va vendre ça à 12 000 arrivé là-bas. Donc, une fois de plus, j'interpelle l'État. C'est le moyen de transport, c'est l'organisation, c'est la volonté d'éviter les pénuries. C'est comme ça c'est l'une des façons par lesquelles on peut résoudre ces problèmes. C'est-à-dire quoi? Si on avait réussi à structurer les producteurs, ces producteurs en coopérative et en GIC, ils devaient être capables d'avoir des moyens de transport qui peuvent être subventionnés pour le transport de la tomate qui est produite dans le sud vers les régions du nord. Autre chose encore, au lieu de même de transformer encore, on peut encourager la culture de la tomate dans ces zones-là, parce que ces régions sont propices. Je dis bien, quand vous voyez une tomate dans le nord, mais on en revient, elles sont bien faites, elles sont sur le plan physique, bref, elles sont intéressantes. Donc, il faudrait que si, parmi les premières solutions, c'est faciliter les moyens de transport et de conservation, parce que quand on va transporter la tomate
de l'ouest pour le nord, il est clair que ça va subir plusieurs chocs. Il faut avoir les moyens de conservation. Et autre moyen également, il faudrait qu'on puisse encourager, encadrer la culture de ce fruit et légume-là dans les régions septentrionales. Nous pensons que si on applique, ne serait que l'une de ces mesures, le shortage qu'on observe dans les régions septentrionales pendant qu'on pleure, on jette dans les régions du sud, on ne va plus en parler. Donc, il faut une réelle volonté politique, que nous quittions ce que nous appelons dans le jargon l'agriculture par décret, et qu'on soit pratique, et que l'agriculture ne soit plus un slogan, mais qu'on puisse être capable de le refléter à travers les actions claires. Parce que on banalise tellement les phénomènes sociaux, surtout quand ça concerne l'agriculteur, ça concerne le monde rural. Donnez-nous directement ces façons pratiques-là. Les façons pratiques, ça reviendra à ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on encourage la culture de la tomate, pas simplement de la tomate, et des biens qui sont... Vous ne pouvez pas avoir un bien qui est consommé autant par tous les Camerounais. Il n'y a pas une réelle politique de pouvoir gérer les stocks. Il faut qu'on ait cette politique de gestion des stocks. Dans d'autres pays, parfois, on construit des espaces où on garde des stocks de souveraineté. Donc, il faudrait qu'on en arrive. Il y a plusieurs programmes agricoles qui sont dans ces zones, mais on sent visiblement qu'elles n'apportent pas des solutions pratiques. L'une des propositions qu'on a faites, c'était, vous savez, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevement rural, il y a une filière horticole, c'est-à-dire que tout ce qui est jardinage là, mais il n'y a pas une filière spécifique. On voudrait aujourd'hui qu'il y ait un programme qui s'occupe spécifiquement de la tomate, parce que la tomate aujourd'hui est un bien qui est consommé par la totalité des Camerounais. On ne peut pas s'amuser avec. Donc, notre proposition directe, c'est la structuration non seulement des acteurs de cette chaîne, mais que l'État aussi appuie tous ceux qui peuvent produire la tomate dans les régions septentrionales. Mais est-ce que l'État devrait venir aussi structurer les producteurs? Est-ce que les producteurs ne devraient pas déjà commencer eux-mêmes par l'État se structurer? Alors, l'État a un rôle assez important à jouer dans cette situation. L'État est le garant de la sécurité alimentaire. L'État, par un acte, peut favoriser la structuration de la filière. Alors je m'explique. Vous avez des agriculteurs qui, chacun, producteur de tomates, chacun est de son côté. Chacun produit, ne communique pas. Alors, s'il y avait des communications, parce que l'État les relaie partout, s'il y avait des communications pointues, on demandait aux différents délégués d'arrondissement de recenser les producteurs de la tomate et de les mettre en réseau et d'animer réellement ces réseaux. Ça serait un début de solution. Maintenant, les producteurs, parce qu'il faut... Qui sont même les producteurs quand on leur demande de se structurer? Dans l'enquête de terrain, dans les premiers éléments que nous avons reçus avant l'enquête de terrain que nous allons faire dans les prochains jours dans les bassins de production, les producteurs, c'est qui? Vous avez par exemple ceux qui ont été affectés ceux qui sont majoritairement affectés par la crise du Covid dans le secteur, ce sont les déplacés. Ce sont les déplacés anglophones qui ont constitué une main-d'œuvre abondante et qui se sont transformés aussi en producteurs occasionnels de la tomate. Voilà un profil que nous avons pu identifier. Alors, avec ce type de profil, comment est-ce qu'on peut aborder la structuration? Vous voyez donc que l'État, déjà à ce niveau, a un rôle à jouer. Alors, vous avez d'autres types de producteurs, des personnes qui ne savent rien faire d'autre que produire la tomate. Ils sont nés à Magba, par exemple. Ils ont vu leurs parents cultiver la tomate. Ils se sont mis aussi à cultiver la tomate. Et ils n'ont presque jamais un lien avec l'administration. Ils ne vont pas vers les services administratifs, peut-être juste pour faire les cartes d'identité. Comment est-ce qu'on va réussir à les structurer? Et c'est aussi dans cette démarche aussi que nous avons inscrit nos actions de sensibilisation et de structuration. On a fini par comprendre que oui, bon, l'État aujourd'hui
montrer ses limites dans cette situation. Peut-être il faudrait que d'autres acteurs plus avisés, peut-être pas plus avisés, mais d'autres acteurs qui ont un intérêt dans cette filière, un intérêt humain d'abord, de pouvoir s'y investir. C'est ce que nous faisons. Nous allons entreprendre, par exemple, dans les prochains jours, probablement à partir de la semaine prochaine, une descente dans environ 48 villages où on va rencontrer les producteurs de tomates. On va essayer on va les rencontrer, on va prendre leur identité, on va filmer leur champ, on va administrer un questionnaire. Et cette base de données nous permettra de mieux comprendre la filière et de les assister dans la structuration. Et cette structuration sera, à notre niveau, un début de solution aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Parce que s'il y avait une communication entre les producteurs de la zone du Sud et celle du Septentrion, à leur niveau, ils auraient pu trouver des solutions, même si ce sont des solutions temporaires. Moi, j'ai la tomate à Bafia, j'en ai suffisamment. J'ai la tomate à Dibombari. Alors, il y a un problème dans le nord. Les gens veulent la tomate. Ils auraient trouvé un moyen ou un autre de pouvoir secourir les producteurs, les consommateurs du nord. Donc, nous pensons que si, en collectant ces données, nous allons être capables de les mettre dans un réseau et de contribuer ainsi à améliorer le fonctionnement dans ce secteur. Et nous allons même aller plus loin, par exemple. Nous allons descendre avec une application. Parce que parmi les problèmes qu'on a déplorés, il y a aussi dans la filière, je vous ai dit au début que la filière tomate est une filière où on joue au njambo, le jeu de hasard. Le jeu du hasard. Donc, nous allons descendre avec une solution informatique qui permettra de pouvoir, par exemple, détecter les problèmes, les maladies des plantes, des tomates. Cette application qui a été conçue par un de nos partenaires Agritech, un jeune Camerounais, un groupe de jeunes Camerounais, lui il est basé à Abidjan. Cette application, par exemple, permet de pouvoir détecter une maladie. C'est-à-dire, vous prenez votre téléphone, vous filmez la plante et elle vous dit, dans votre langue, votre plante souffre de telle maladie. Allez acheter tel produit, vous venez administrer. Et dans l'avenir, voici les produits que vous allez administrer pour éviter cette situation. Ça, c'est des solutions que nous avons contribué à développer pour pouvoir leur apporter. Ça, c'est toujours dans la structuration de la filière. Donc, en plus de cela, ils auront un espace dans cette application qu'on va trouver dans Play Store. Cette application permettrait également de retrouver les acteurs de la filière tomate, les petits producteurs, des petits producteurs aux plus grands. Donc, nous pensons qu'il y a un problème de structuration. À notre niveau, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que leader de l'association, nous essayons d'apporter des solutions à ces problèmes-là parce que, et lorsque nous les approchons, ils disent tout le temps, ils étaient surpris pour la plupart d'entre eux. Surpris pourquoi? Parce qu'ils se sont délaissés pour compte. Quand on les appelle, ah, vous vous intéressez à nous, à notre filière? Oui, on s'intéresse à votre filière parce que vous êtes important pour l'économie. Mais je voudrais comprendre, avec je m'arrête d'abord sur votre application. C'est bien, mais vous parlez des petits producteurs. Est-ce que vous pensez que celui qui est à Mac Balaba, est-ce qu'il aura forcément un smartphone, il pourra aller sur Play Store? Je veux dire, est-ce que vous comprenez un peu dans l'environnement actuel, le taux de pénétration d'Internet, c'est environ 22%. Est-ce que vous pensez que ces petits producteurs-là pourront, tout au moins au niveau de l'application, être... Alors, oui, bien sûr. En fait, l'avantage avec cet outil que nous allons leur proposer, c'est qu'elle fonctionne hors connexion. Ça veut dire que vous analysez les données sans avoir besoin, c'est offline, sans avoir besoin d'avoir accès à Internet à cet instant précis. C'est vrai, ça c'est la première phase du projet. La première phase du projet vise déjà à doter, parce qu'il y en a certains avec qui nous causons sur WhatsApp, à doter ceux qui disposent déjà des téléphones portables, de téléphones Android de cette application. La deuxième phase du projet, de la structuration, puisque quand on les aura, on va les aider à se structurer. Ils seront capables maintenant d'aller vers les bailleurs de fonds, d'aller vers les microfinances pour pouvoir avoir des crédits. Nous dans cette deuxième dimension, nous pensons chercher des voies et moyens chez les opérateurs qui pourront être capables de doter
ces producteurs de téléphones, comme on appelle des smartphones low cost. Et c'est des outils qui ne coûtent pas très cher et qui eux-mêmes, à travers leur coopérative, ils sont capables de se doter. Donc c'est un processus. Et nous avons commencé déjà à apporter une solution à une situation ponctuelle, à une situation qui s'est présentée. Et nous pensons que nous allons poursuivre cette démarche-là avec les nouveaux acteurs, certainement qui vont venir. Alors, je voudrais encore parler des petits producteurs parce que je pense que c'est la tranche sur laquelle il faut davantage travailler, c'est-à-dire ceux qui restent vraiment au village, là, ils ne vivent que de ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à une façon, j'allais dire, améliorée de faire la culture, c'est-à-dire qu'on ne soit plus, il faut se courber pour acheter. Je veux dire, penser une culture industrielle qui ne soit plus trop traditionnelle. Est-ce que vous avez pensé un peu à cela à un moment donné? Bien sûr, dans la démarche globale, nous voulons amener les petits producteurs à davantage moderniser la pratique agricole. Et la modernisation, ça ne passe pas forcément par l'outillage agricole tel qu'on nous le montre, mais ça commence par l'amélioration des rendements. Vous avez par exemple, pour parler du cas spécifique de la tomate, si vous n'êtes pas au courant des dernières sorties peut-être dans les semences, des semences qui ont été nouvellement développées dans les centres de recherche, vous allez continuer à fournir beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Donc nous pensons que notre démarche informationnelle, sensibilisationnelle, vise à leur permettre d'abord d'améliorer les rendements. Vous avez par exemple dans la tomate, par exemple, je vous ai dit, dans la tomate, vous avez tellement de maladies. Quand je dis Boko Haram, ceux qui sont producteurs des tomates savent exactement de quoi je parle. Cette chenille-là, quand ces chenilles entrent dans votre tomate, je peux vous rassurer que vous allez pulvériser tout ce que vous avez comme insecticide. Cette chenille, elle va finir par emporter votre plante. Alors, si aujourd'hui, lorsque elle commence avec une application, elle est capable de vous dire que voici la maladie, il faut faire ceci, il faut faire ceci. C'est un outil d'aide à la décision qu'on leur donne déjà pour être capable de pouvoir produire davantage. Parce que si vous dépensez environ, je ne sais pas, vous dépensez, je sais pas, 14 heures de travail par semaine dans votre champ de tomates, 1 hectare, pour avoir 350 cajots, 400 cajots. Mais avec des informations qu'on vous donne, les outils qu'on vous donne, vous atteignez le quota des 1000 cajots, 1500. Vous voyez, on aura déjà contribué à améliorer le rendement, par ricochet, améliorer ses conditions de vie. Parce que le petit producteur, c'est lui qui fait l'agriculture familiale. C'est les petites superficies. Commençons déjà par leur permettre d'avoir de bons rendements. Des rendements qui soient capables de leur permettre d'avoir une vie décente. Et ensuite, là maintenant, après passer cette étape, nous allons développer l'outillage agricole pour faciliter le travail et pour faire des superficies un peu plus grandes. Et là, on va tomber certainement maintenant sur d'autres questions plus graves comme le titre foncier. Et voilà. Oui, parce qu'à un moment, il faudrait bien que l'exportation ne se limite pas dans la sous-région, que ce soit un peu plus large. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les types de tomates. Vous parlez tout le temps de semences améliorées. Nous, quand on va acheter la tomate, on cherche la plus belle. Oui. Parfois, on nous dit, ne prenez pas ceci, il y a beaucoup d'eau. Cela n'a pas beaucoup d'eau ou ce sera sucré. Les femmes comprennent ce que ça veut dire quand je dis sucré. Ce n'est pas facile quand on veut faire une bonne sauce tomate. Finalement, c'est laquelle qui est le plus cultivé ou le plus vendu? Alors, vous savez, en termes de variétés de tomates, si je me mets en citer, on ne partirait pas. Il y a plusieurs variétés de tomates en fonction des formes et en fonction également de la taille. Vous allez voir celles qui sont un peu plus arrondies, d'autres qui sont complètement rondes. Et ça, c'est fonction des différentes cultures. Les variétés améliorées,
sont généralement un peu plus grosses. Ouais. Ces variétés améliorées sont un peu plus grosses. D'autres, et celles qui sont pas très grosses, c'est des variétés qui ne sont pas améliorées. Alors maintenant, chacun un peu a sa a sa stratégie un peu pour détecter quelle est la bonne ou la mauvaise tomate. Sinon, si je viens donner un outil pour détecter la bonne et la mauvaise, non, moi je voudrais savoir ils seront, quelle est celle qui est prisée et la plus vendue. Quelle est ce qu'on demande beaucoup sur le Alors, ce sont il y a celles quand on parle des olivettes. Oui, celles qui sont les plus prisées maintenant sur le marché, ce sont les olivettes et ce sont des... Parce que je fais tout pour éviter de donner les noms de marques, parce que ça peut constituer de la publicité. Mais les olivettes sont celles qui sont la forme, sont celles qui sont les plus prisées au niveau les plus demandées au niveau de marché. Vous allez voir par leur forme, elles sont un peu plus grosses, comme si elles sont comme le cœur. Oui, en fait, cette forme-là, le cœur, elles contiennent un peu moins. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des producteurs qui doivent se mettre ensemble, se regrouper et tout. On n'a pas parlé, par exemple, de la transformation. Ok. Parlons de la SCAN. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit souvent? Vous voyez, ça me fait sourire parce que... c'est le deuxième problème soulevé par les producteurs. C'est le plus gros scandale, en fait. Personnellement, c'est un scandale, la SCAN, quand vous évoquez la SCAN. J'ai eu à le dire plusieurs fois. La SCAN, c'est la Société de conserverie alimentaire du Noun, qui a été créée à la fin des années 90 et qui a fermé également ses portes au début des années 2000, dont l'objectif était la production des concentrés de tomates dans le bassin de production de Foumbot. Ça, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Alors, à l'origine, c'est un projet qui était porté à 49% par la Société nationale d'investissement, la SNI, et les 51 autres pourcents, c'était par des coopératives et d'autres privés, et notamment des élites Bamoun. Alors, cette entreprise a fonctionné quelques années. Et elle a dû fermer pour une raison banale. La raison, elle a fermé tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à trouver la tomate pour tourner. Dans le Noun? Dans le Noun, pour pouvoir tourner. Expliquez-nous cela. Alors, cette entreprise avait été créée avec des statistiques qui datent de fin des années 88. Dans le Noun, on parlait d'environ 38 000 tonnes de tomates qu'on produisait chaque année. Ça, ce sont les estimations sur lesquelles les études ont été faites. Alors, lorsque l'entreprise s'installe, l'entreprise n'a même pas pu fonctionner pendant 5 ans à son niveau réel. Elle devait produire dans les 160 000 tonnes de concentré de tomates chaque année. Ça donnait un peu plus de 2,5 millions de sachets de tomates. Et elle n'arrivait plus à se ravitailler tout simplement. Pourquoi? Parce que la variété de tomates qui était développée, ça c'est l'une des raisons qui était développée à l'ouest du Cameroun, c'était des variétés qui contenaient trop d'eau. Donc, difficile à la transformation. Quand on transformait, le concentré de tomates qu'on obtenait n'était pas... Le niveau était assez faible. C'était pas vraiment concentré. C'était pas concentré. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé d'appuyer les producteurs avec des semences améliorées. Ce qui a fonctionné. Les agriculteurs ont commencé à produire, et quand ils produisaient, le même phénomène s'est produit, c'est-à-dire que les acheteurs venaient du Gabon et de la Guinée. Les producteurs préféraient vendre leurs tomates à raison de 50 à 55 francs le kilo, contre 26 francs à la SCAN. Le choix était vite fait. Ils ont préféré vendre leurs tomates à ceux qui paient le plus cher. C'est donc comme ça que la SCAN se retrouve donc dans l'incapacité d'avoir de la matière première pour faire tourner ces machines. Maintenant, ajoutez cela aussi la maladie de toutes les entreprises parapubliques au Cameroun, la mauvaise gestion. Quand vous lisez certains rapports qui ont été produits, nous avons produit une note synoptique, notre association Indiplômé Champ a élaboré une note synoptique pour mieux comprendre cette situation, qui est disponible sur nos pages Facebook et qu'on peut donner à toute personne intéressée. Alors,
Vous avez par exemple des frais qui étaient destinés aux frais d'émission. Vous voyez des sommes importantes. Les derniers frais de gestion, c'était l'émission autour de 56 millions pour une entreprise qui est en train de faire faillite. Les SNI avaient injecté jusqu'alors environ 7 milliards de francs CFA dans l'activité et elle a dû fermer ses portes au début des années 2000. Donc quand je dis c'est un scandale, vous voyez avec quelle légèreté on a géré une entreprise qui était porteuse d'emploi dans le secteur. Alors, depuis qu'elle l'a fermée, et avec cette actualité qui est liée au coronavirus, il y a un élan, il y a un réveil dans les régions, dans le département de nous, les jeunes et les jeunes élites se sont mis ensemble pour faire un plaidoyer afin de demander aux autorités de relancer la SCAN. Et nous avons travaillé avec ces élites et nous avons fait des propositions suivantes. On ne peut pas relancer la SCAN avec la structuration de l'époque, c'est-à-dire quoi, avec l'État comme un important actionnaire. Non. Ce qu'il faut faire, il faudrait que la structuration émane de la base, émane des producteurs qui vont se constituer en coopérative et en GIC. Alors, quand ils vont se constituer donc en une entité juridique, ils seront capables de pouvoir lever des fonds auprès des bailleurs de fonds internationaux, pardon, ou alors auprès des établissements de microfinance ou des banques locales. Et on peut également mettre un mécanisme où elles participent au financement de ces structures. L'État n'aura qu'un rôle d'encadrement à jouer dans ce cas-là. Encadrer, faciliter des partenariats et les différentes exploitations. Et ce que je voudrais aussi signaler, c'est qu'à l'époque, pardon, la SCAN avait permis de baisser de 25 francs le prix de la tomate sur le marché. Le concentré de tomate qui se vendait à 100 francs, à l'époque, coûtait 75 francs. Donc, vous voyez donc l'impact important que cette société avait sur l'économie locale et sur le panier de la ménagère. Donc, pour revenir aux propositions que nous avons faites et que nous pensons être la solution, s'il y a cette structuration qui est faite et que ce soit une volonté qui vienne après avoir... Il faut d'abord structurer la filière, structurer les acteurs de cette chaîne, des acteurs qui sont dans la tomate et qu'ils portent l'initiative de cette société de transformation et qu'on puisse être capable de les outiller. Alors maintenant, on peut lever des capitaux privés. Vous pouvez y investir, je peux y investir. La gestion sera un peu plus... C'est-à-dire qu'il y aura une obligation de clarté dans la gestion. Les fautes de gestion lourdes telles qu'on a constatées, on va les éviter et ça pourra tourner. Puisque ce sont des intérêts communs qui seront mis ensemble, ainsi ça pourra tourner. Dans d'autres pays, notamment dans notre pays européen, vous voyez comment les coopératives sont à la base de l'initiative de transformation. Donc, la transformation au Cameroun aujourd'hui dans le filière tomate est une nécessité, est une urgence. Mais cette transformation aussi peut être perçue à deux niveaux. Il y a ce niveau macro dont on parlait avec la SCAN, mais aussi on n'a pas besoin d'outils très sophistiqués, de trop gros outils pour faire la transformation. Ça peut se faire à des petites échelles. Chaque coopérative peut avoir son unité de transformation et ça ne coûte pas cher. Des petites unités de transformation, c'est moins de 50 millions de francs CFA. C'est pas énorme pour des coopératives, pour des personnes qui se mettent ensemble et qui produisent plusieurs milliards de francs CFA, tel que je l'ai dit au début. Donc, il faudrait que les acteurs de cette filière-là puissent penser la transformation d'abord à la petite échelle. Et maintenant, s'il y a un plaidoyer global qui est mené, qui permet la relance de la SCAN sous un modèle qui ouvre le capital au privé et avec une gestion communautaire, par ce moyen de réseau, nous pensons que nous pouvons sauver la SCAN. Pas simplement aujourd'hui, la SCAN, on peut reproduire la SCAN dans d'autres zones de production. On peut en faire également dans le centre. On peut en faire dans le nord pour que la situation que nous avons vécue ne puisse plus arriver. Parce qu'au-delà même de la transformation, il y a aussi la conservation. On peut conserver la tomate dans un espace sain pendant quelque temps.
L'État, voilà pourquoi dans ma démarche, c'est l'État que j'interpelle davantage parce que c'est à elle. Cette structuration, ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Le bien-être de l'État, le bien-être des populations, c'est la mission, c'est des missions régaliennes de l'État. Donc, nous ne pouvons qu'apporter modestement notre contribution en termes d'idées, en termes d'action, mais le macro-mécanisme doit être mis en marche par l'État du Cameroun. Alors, puisque vous parlez de l'État, est-ce que ces propositions-là, est-ce que vous êtes allé vers cet État-là, notamment, par exemple, le ministre de l'Agriculture, est-ce que vous êtes allé faire la proposition là-bas? Alors, j'avoue que nous avons commencé par communiquer, communiquer déjà pour qu'on prenne en compte le problème des acteurs de la tomate. Ça nous a occupé pendant 3 semaines et ces actions de communication conjuguées à d'autres efforts ont permis de pouvoir mettre cela sur la place publique. Je voudrais souligner et remercier ceux qu'on a rencontrés, parce qu'on a rencontré certains élus qui se sont montrés très ouverts à cette démarche, qu'on mette sur la place publique cette situation. Je crois que je peux les nommer ici, l'honorable Nkoupita Damou de l'UTC, l'honorable Kabla Libi, que nous avons rencontré, avec qui nous avons eu des échanges assez riches, et qui nous ont appuyés dans cette démarche. Donc, on a commencé déjà par dire, s'il vous plaît, faites un peu attention, observez, prenez du temps pour venir en aide aux acteurs de la filière tomate. Parce que c'était un fait divers, c'était un événement, c'était banal. Alors le producteur était content de son côté, on achète le quadrille de tomate à 750, à 1000 francs, mais il ne se posait pas la question, ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils deviennent donc. Après cette étape-là, maintenant, nous avons produit une autre synoptique, une fiche qui présente un peu l'étude dans les premiers éléments de compréhension de la filière. Nous allons faire une descente sur le terrain donc pour rassembler plus d'informations et produire un rapport plus volumineux. Nous espérons que Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural voudra bien nous recevoir afin que nous puissions partager avec le ministère, avec son ministère, les différents résultats. Nous allons faire cette démarche. Nous comptons organiser non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec d'autres acteurs du développement. Parce que dans la chaîne, aujourd'hui, nous avons d'autres institutions des Nations Unies et d'autres organisations non gouvernementales qui interviennent dans la chaîne de la sécurité alimentaire. Nous allons mettre tout cela à leur niveau. Déjà, la fiche synoptique, la note synoptique, elle est disponible. Nous allons faire une correspondance à M. le ministre et nous allons la lui envoyer. D'accord. La tomate, c'est comment je veux dire, est rentrée dans tous les débats, même à l'Assemblée nationale. Et lors d'une réunion hebdomadaire dans le cadre parce que chaque semaine, il y a une réunion interministérielle pour évaluer le plan de riposte contre le coronavirus. Alors, le ministre de l'Agriculture a fait des propositions pour aider le secteur tomate. On a parlé de près de 2 milliards de francs CFA. C'est déjà une bonne chose? Alors, c'est une très bonne chose. Déjà, cette annonce qui a été faite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et il a ajouté d'ailleurs dans son annonce que cette aide devrait parvenir aux producteurs par le biais des coopératives. Et c'est là où nous avons crié, nous avons fini d'applaudir, après nous avons crié une fois de plus au scandale. Et déjà que cette préoccupation, vous savez, on est dans une logique de banalisation permanente de certaines situations. Comme je vous criez au scandale, pourquoi il n'y a pas de coopérative dans vous savez comment sont créées, vous savez comment sont créées les GIC et les coopératives au Cameroun? En fait, c'est que quand vous avez une part de pouvoir, par exemple, vous êtes un membre du gouvernement, vous rassemblez les membres de votre famille et vous allez créer une coopérative et vous commencez à recevoir les soutiens. C'est-à-dire qu'il prend dans son bureau, il va donner aux membres de sa famille, il dit c'est la coopérative. Alors il va donner à ses plantations. Est-ce qu'elles n'ont pas de documents légaux? Est-ce qu'on peut dire tout de go comme ça que... Elles sont légales, puisque ce sont ces dirigeants qui donnent les documents. Ce sont ces dirigeants-là qui autorisent la mise sur pied, par exemple, des GIC. C'est ce que nous déplorons, des GIC et des coopératives. Vous avez aujourd'hui, vous arrivez dans une localité... Mais tout à l'heure, vous parliez quand même des GIC et des coopératives pour structurer le secteur. Est-ce que ça veut dire que ça ne vaut pas la peine? Cette structuration que nous allons faire, ça sera une émanation des producteurs. Nous parlons aussi en tant que producteurs aussi. Ouais. Ça sera une émanation. Ils vont s'y reconnaître. Aujourd'hui, les GIC et les coopératives, pour la plupart, je ne dis pas toutes, celles qui existent, voilà.
ce qui existe et qui reçoivent d'ailleurs des soutiens, ce sont des GIC politiques, des coopératives politiques. Ça, il faut les dénoncer. Ah. Vous avez un président, parce que vous êtes président de sous-section de tel ou tel autre parti, vous réussissez à créer, vous créez un GIC et vous avez quand même par enchantement, on vous donne un tracteur, on vous donne tel, on vous donne tel. Non. Les organisations paysannes, les organisations des producteurs réels, quand vous faites le tour, nous faisons le terrain. Vous allez rencontrer, vous voyez des coopératives qui ont un impact important dans la vie des populations, mais qui manquent le petit outillage, qui ne disposent de rien. Paradoxalement, vous arrivez dans une coopérative qui ne compte même pas 15 personnes. Mais le matériel dont ils disposent est un matériel de guerre important. Ils ont un tracteur, ils ont tous les outillages. Ça, c'est la politisation de l'agriculture que nous déplorons. Donc, voilà pourquoi nous devrait s'inquiéter de ces 2 milliards, la destination de ces 2 milliards. Effectivement, voilà pourquoi nous avons entrepris, c'est vrai, nous avons entrepris les démarches avant cette annonce, de dire, ok, monsieur le ministre, vous avez décidé d'aider les producteurs. Les voici et voici leurs réels besoins. Parce qu'il faut commencer par dénoncer dès maintenant. Tel que c'est parti, vous allez voir un haut commis de l'État qui va aller faire un meeting dans sa localité, pardon, qui va prendre les semences, qui va prendre les intrants, et une équipe de télévision qui a dit voici une partie de l'aide qui a été, il va les diriger, il va donner aux militants. C'est exactement ce qu'on c'est ce qu'on a souvent vécu ici. Nous voulons aujourd'hui le dire de façon solennelle, de façon claire. Évitons la politisation de l'agriculture. Si nous voulons que le Cameroun continue d'être aujourd'hui le maillon le plus important sur le plan agricole en Afrique centrale et la place de choix qu'on occupe également en Afrique, nous devons cesser cette politique. Nous devons donner l'outillage, donner le nécessaire à ceux qui produisent effectivement. Et ceux qui produisent effectivement, les producteurs les connaissent. Ceux qui produisent dans les différents... Si vous arrivez dans une localité, vous avez besoin de connaître un producteur. Ce sont les producteurs du coin qui vont vous dire tel produit, tel ne produit pas. Ce sont les décrétés, de décréter les producteurs. Et c'est ça qui nous a fait, qui nous inquiète un tout petit peu. Donc, c'est une bonne démarche, pardon, c'est une bonne nouvelle que le président de la République et à travers le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural ait pu penser apporter un soutien aux producteurs, mais de grâce, que cela serve véritablement aux producteurs, aux vrais producteurs, aux producteurs politiques. On va parler un peu de la répartition des 2 milliards de francs, tel qu'annoncé par le ministre de l'Agriculture. Il entend des motopompes 500, pulvérisateurs classe A 1000, des produits phytosanitaires pour 1000 hectares et également des semences pour 1000 hectares. Alors, ça c'est les chiffres, j'avoue que je n'avais pas dans le détail. Bon, en fait, oui, ça prouve que ça veut dire en réalité, ça voudrait dire en réalité qu'il y a une étude de terrain qui a été faite. Est-ce que cette étude a été faite réellement? Ça veut dire que c'est déjà, il y a déjà un nombre arrêté. Arrêté. Ça fait partie des choses que nous dénonçons. Si vous descendez, les producteurs que nous avons appelés et qui sont connus dans ce secteur, aucun d'entre eux ne nous a fait part de ce recensement. Sur quelle base on a décrété qu'il faut apporter... C'est comme ça qu'il entend répartir. Hein. Je ne sais pas s'ils ont déjà... Mais s'il fallait faire... Justement, c'est cette politique du haut que nous dénonçons. Mais s'il fallait faire une répartition, il faut d'abord faire un travail de terrain, tel que nous l'annoncions tout à l'heure, pour connaître quelles sont les superficies qui ont été affectées par cette crise. On ne reste pas dans son bureau, on décrète. Il faut aller rencontrer les producteurs. Et je pense que s'il y a des gens qui ont les moyens pour le faire, c'est bien l'État. Donc, on va acheter 500 motopompes. Sur quelle base? Je puis vous garantir que ces motopompes, on va les trouver dans les résidences UP. Tandis que les producteurs, ils vont continuer à souffrir. Ils vont continuer. Parce que la motopompe, dans le secteur de la tomate, c'est très important. Surtout quand ils vont commencer, ceux qui vont planter à partir du mois d'août,
ça sera la contre-saison. Ça va, la récolte en saison sèche. En saison sèche, ça veut dire qu'il va falloir arroser. Donc, doter un agriculteur d'une motopompe, c'est une très bonne chose. Mais combien d'agriculteurs réels vont le recevoir? Mais est-ce que là, ça ne fait pas ressurgir le problème de structuration? Le ministre, peut-être, lui, s'est appuyé sur les producteurs que lui, là. Est-ce que finalement, la faute ne revient pas aussi aux producteurs qui ne veulent pas bien être structurés? Les producteurs, oui. Voilà pourquoi j'ai insisté sur les profils des producteurs. Il y a l'État doit beaucoup, l'État, à travers le MINADER, doit beaucoup informer, sensibiliser. Quand vous êtes dans le secteur, vous vous rendez compte de ce qui se passe. En fait, quand vous allez dans un arrondissement, demandez aux producteurs s'ils connaissent des services, combien de services publics, combien d'acteurs de services publics dans l'arrondissement ils connaissent. Parfois, ils ne connaissent personne. Parfois, ils n'existent même pas. Même la volonté de se structurer, pourtant leur rôle devait être de descendre, sensibiliser ces producteurs qui se trouvent et de les aider à se mettre ensemble. Dans combien d'arrondissements, dans les 360 que le Cameroun compte, vous avez des chefs de poste agricoles qui soient capables de pouvoir rassembler les acteurs et de les aider à se structurer? Ça doit commencer par là, cette structuration. Et c'est ce sont ces constats, ces constatations faites sur le terrain qui nous ont amenés à nous engager totalement, tel que vous observez aujourd'hui. C'est une situation suffisamment grave. La structuration. La structuration ne doit pas être un décret. Donc, nous voulons rassurer les différents producteurs de tomates qu'avec leur soutien, nous allons veiller à travailler avec eux, accompagner le gouvernement pour que les producteurs réels puissent pouvoir bénéficier de ce soutien. Mais ce soutien, c'est une aide ponctuelle, mais le réel soutien structurel, le soutien fondamental qu'il faut, c'est celui de la structuration. Structuration, mise sur pied des unités de transformation. Ça, c'est dans nos propositions, le soutien de 2 milliards de francs CFA, c'est une aide ponctuelle. Mais si on veut résoudre de façon il faut résoudre ça de façon pérenne. Alors, depuis vous parlez du producteur réel. Réellement, selon vous, ils sont combien ceux qu'on peut qualifier de producteurs de tomates au Cameroun? Alors, je vais vous donner le mécanisme de calcul de producteurs que nous avons pu, des acteurs, parce que lorsque nous parlons de la tomate, nous ne parlons pas seulement de la production, nous parlons de la chaîne de valeur de la tomate qui va de la production à la commercialisation. Il y a des acteurs qu'il faut identifier qui sont affectés d'une façon ou d'une autre par la crise. Nous avons fait une évaluation simple. Dans un hectare de tomates, par exemple, vous avez en moyenne 20 à 25 acteurs qui peuvent être considérés comme des acteurs de la filière tomate. Alors, ces 20 à 25, comment ils sont repartis? Vous avez, par exemple, les travailleurs, un hectare de tomates nécessite quand même que vous ayez entre 3 et 5 travailleurs permanents dans votre champ de tomates. Et que vous ayez des saisonniers qui viennent pour faire le planting et pour faire les récoltes. Vous avez ceux qui vous aident à faire le calibrage. Vous avez également ceux qui vous aident à transporter. Qu'est-ce que vous appelez calibrage? Le calibrage dans le secteur, c'est lorsque ce sont les acteurs qui vous permettent de pouvoir mettre dans les cajots. Parce qu'il y a un calibrage qui est fait ce sont des spécialistes qui font le calibrage là. Il faut protéger, il faut mettre et bien emballer. Ça, c'est d'accord. Attaché. C'est oui. Parce que calibrage, on a l'impression qu'on vient regarder la grosseur des tomates. Oui, bien sûr. Même le rangement qui s'est fait dans les cajots, ça s'est fait selon un calibre. C'est le calibrage. On ne range pas au hasard. Non. Non, il y a le calibrage qui est fait. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le secteur pour pouvoir le faire. Donc, vous avez donc ces calibreurs, vous avez donc ceux qui récoltent et qui gagnent des dividendes. Vous avez un producteur, par exemple, quand vous signez un contrat avec un producteur, pour le cas de bassin de production du Noun, par exemple, quand vous avez un champ de tomates, le contrat, c'est 6 mois. Alors, ce contrat de 6 mois,
vous avez le responsable de chantier qui doit toucher dans les 300 000 à 350 000 francs. Oui, pour les 6 mois. Okay. Pour les 6 mois. Vous avez donc les autres qui ont un contrat qui varie entre 250 000 et 80 000. Ils sont logés, ils sont nourris, ils sont soignés. Alors, vous avez donc des personnes qui viennent pour faire la récolte, qui sont payées au quotidien. Vous avez ceux qui ont fait le planting plutôt qui sont payés au quotidien. Et vous avez maintenant les transporteurs. Dans les transporteurs, vous avez aussi les détaillants. Vous avez les grossistes. Avant d'arriver maintenant au consommateur final. Vous voyez dans toute la chaîne. Donc, quand la tomate coûte 7 500 francs, toute la chaîne. Voilà, donc, selon cette estimation, c'est ça qui nous a permis de dire, vous avez 20 à 25 personnes dans la chaîne de production. Nous avons échangé et identifié environ 350 producteurs dans le centre. Et dans le bassin de Noun. Et le Noun également et la zone de Baganté et de Bafout. Et dans le centre, nous avons identifié pour un début 50 producteurs. Ça faisait 450. Vous multipliez 450 fois 20, vous voyez à peu près le nombre de personnes que ça fait. Ça, c'est simplement un petit échantillon. Alors, si vous prenez 330 000 producteurs réels qui ont un champ, vous multipliez par 25. Vous voyez le nombre que ça fait. Mais est-ce que si l'apport du gouvernement ne concerne pas spécifiquement ceux qui ont des champs, je vais dire, dans les produits, c'est la semence, les produits phytosanitaires, je suppose, c'est pour pulvériser ou les produits pour chasser les insectes. Les motopompes, c'est pour irriguer. Donc, je veux dire, est-ce que là, c'est pas spécifié uniquement à ceux qui produisent, c'est-à-dire que commerçants et autres grossistes ou détaillants Non. En principe, ça ne devrait pas être le cas parce que toute la chaîne est sinistrée. Vous avez même les microfinances qui ont accordé des crédits. Vous avez les tontines qui ont accordé des crédits. Il faut aussi trouver un moyen aussi pour les appuyer. Quand vous avez pris un crédit dans une microfinance, le mécanisme est arrêté, vous ne pouvez pas rembourser, vous mettez en difficulté d'autres. Donc en appuyant le producteur, il faut penser aussi à ce secteur. Donc, il faut une compréhension holistique de la situation pour être capable d'apporter des solutions. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a un travail de fond qui doit être fait en impliquant réellement les producteurs. Si ce travail de fond n'est pas fait, la conséquence que nous voulons éviter, ça veut dire c'est de retrouver le cajou de tomate à 17 000, entre 15 et 17 000 dans les prochains mois dans les marchés, elle semble inéluctable. Donc il faudrait réellement qu'il y ait un travail holistique et de fait par des professionnels soit fait. Nous en avons la compétence. C'est-à-dire, quand je dis nous, le gouvernement, le ministère a des personnes outillées pour pouvoir être capable de le faire. Et nous autres, la société civile, nous pouvons accompagner le gouvernement dans cette démarche. Donc, elle doit être une démarche inclusive. Dans les propositions du ministre de l'Agriculture, il y avait également ce problème de fluctuation des prix. Oui. C'est vrai que vous avez relevé tout à l'heure. Mais est-ce que c'est juste le problème de transport qui fait que nous ayons la tomate à Douala, un coup à 2 000, un coup à 12 000, parfois à 18 000? Est-ce que c'est uniquement le transport? Moi, je reste à Douala parce qu'on peut me dire, pour aller dans le Grand Nord, c'est plus loin. Entre la tomate qui vient de Foumbot ou du sud-ouest, parce qu'il nous est arrivé de faire des reportages, on nous a dit, celle-ci vient du sud-ouest, oui. L'autre vient de Foumbot. Oui. Comment expliquer donc que nous soyons à Douala et que parfois on est à 2 000, parfois on est à 18 000? Il y a un facteur simple qui explique cela. C'est quoi? Le facteur qui explique cela, c'est l'exportation. Le jour où vous avez 100 acheteurs grossistes qui viennent du Nigeria, qui viennent de la Guinée équatoriale, du Gabon, c'est normal que les prix grimpent. Le lendemain, il peut arriver qu'aucun d'entre eux n'arrive. Ah oui, ouais. Les mêmes produits sont arrivés et il y a plus d'offres que de demandes. Le prix baisse. Donc, le facteur qui aujourd'hui fait fluctuer le prix de la tomate sur le marché, le facteur le plus important, c'est l'exportation. Ce sont ces grossistes qui viennent des pays voisins, qui viennent prendre de grandes quantités. Le Nigeria en prend, le Gabon en prend, la Guinée équatoriale en prend. Donc, si on réussit à structurer, à mieux contrôler les entrées
vous allez voir, on va stabiliser le prix de la tomate. On va stabiliser le prix de la tomate. Ça, c'est un élément important. Quand vous arrivez au marché Sandaga, ici à Douala, dès les premières heures, arrivez au marché à 4 heures, vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui se passe à 4 heures du matin. C'est l'heure à laquelle les tomates arrivent et les grossistes viennent s'en accaparer. Et ils vont commencer à revendre. Ceux qui vont dans l'autre pays, ils s'en vont avec. Donc, ça, c'est cette logique-là qui explique cette flambée, cette flambée, ce changement, cette fluctuation du prix. Donc, l'État, encore une fois de plus, est interpellé là-dessus. C'est des solutions, c'est des problèmes qui peuvent être résolus avec une réelle volonté politique. Mais lorsqu'on va réduire les achats, je veux dire, l'acheteur qui vient du Nigeria, il a besoin de 50 camions. On réduit à 25. Est-ce que le vendeur aussi après n'est pas affecté? Ou alors il faut que le gouvernement, ce même gouvernement fasse quelque chose pour combler le gap? Ça peut être notre formule également aussi, par voie des mesures. Parce que moi je veux bien vendre. Maintenant si vous me dites que désormais tu ne vends plus tes 10 cajots, tu vends juste 5, qu'est-ce que je fais des 5 autres? Vous voyez donc, ça rentre dans ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut une réflexion approfondie, profonde. On peut prendre ces éléments, les étudier, c'est-à-dire qu'on peut, au lieu de les rejeter comme très souvent c'est le cas, on peut prendre déjà comme des premiers éléments de réponse à la situation et les approfondir. Dans le cas de figure que vous décrivez, il peut avoir des subventions, il peut avoir des aides. Ça veut dire quoi? Il peut aussi avoir des mesures, les intrants, parce que qu'est-ce qui fait coûter, pourquoi la tomate coûte cher? C'est aussi parce que les intrants sont chers. Ceux qui produisent la semence, on peut par exemple développer la production de la semence locale. Ça va faire baisser le prix. Et si on a besoin toujours de prendre des engrais chimiques, l'État peut baisser certaines taxes que ces importateurs payent. Ça va baisser. Le coût de production, il va baisser. Et le producteur ne va plus trop ressentir la difficulté. Vous voyez, il y a des leviers sur lesquels l'État peut appuyer. Si on contrôle au niveau des frontières et on baisse le coût de la semence, des intrants agricoles, le producteur, il va produire, même s'il va produire à faible coût, et sur le marché local, le prix reste moyen, il ne paie pas. Vous produisez un champ à 1 million, si vous serez capable de produire un hectare à 700 000, à 800 000, même si vous vendez le cajot à 1000 francs, 1500, vous ne perdez pas. Donc, il y a des mécanismes sur lesquels l'État peut appuyer. Avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on doit comprendre donc que la semence notamment n'est pas produite localement? Non, la semence, la quasi-totalité des semences qui sont utilisées, elle vient de l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que les producteurs locaux sont incapables de... Non, il y a beaucoup de recherche derrière les semences. Et ça doit être le travail des centres de recherche. Au Cameroun, nous avons l'IRAD qui devrait développer la recherche dans le cadre de la semence. Ça fait donc partie de tout ce que nous déplorons. Ce n'est pas suffisamment développé. Toute la semence que nous utilisons, ça vient des grandes firmes internationales qui ont des filiales ici. La semence n'est vraiment pas, c'est pas développé au Cameroun, non. Très peu, c'est-à-dire qu'il y a on peut en trouver, mais vraiment pas à un niveau assez insuffisant, oui. Ou assez important, oui. Alors, vous qui êtes acteur du secteur agricole, est-ce que la tomate est le seul produit à avoir subi les affres du coronavirus? Non. La plupart des produits de maraîchers, ces produits qui sont caractérisés par leur qualité périssable, ont été affectés par le Covid-19. C'est tout simplement parce que la tomate est un fruit qui est très prisé, consommé, que l'on en parle davantage. Vous avez des personnes qui ont fait des champs de poivrons, qui ont fait des champs de gombo, qui ont fait des champs de pastèques, qui ont également été aussi affectés par cette situation. Et cette situation, les filières en réalité, la filière maraîchère, de façon globale aussi,
souffre des mêmes problèmes ils souffrent des mêmes problèmes que ce qu'on a développé de la tomate, c'est la structuration aussi. J'ai rencontré des personnes qui disent, bon, vous ne parlez que de la tomate, vous ne parlez que de la tomate. Voyez, nous aussi, on a fait les poivrons, c'est le seul secteur non, le secteur des maraîchers, de façon globale. Peut-être il faudrait on compte aussi développer un plaidoyer pour d'autres filières dans ce secteur des maraîchers, après les premières conclusions pour la tomate. Mais globalement, c'est une situation catastrophique dans l'agriculture. Cela démontre notre mauvaise structuration. Le Covid est venu malheureusement, heureusement, permettre de résoudre plusieurs problèmes. Alors, vous êtes le président de l'association Un diplômé, un champ. Oui. Est-ce que dans votre association, il y a des cultivateurs, des producteurs de tomates? Est-ce que vous avez fait face aussi à ce problème-là? Bien sûr, dans le cadre de l'association Un diplômé, un champ, qui vise la vulgarisation agricole auprès des diplômés qui constituent l'essentiel des chômeurs au Cameroun. Et paradoxalement, dans un pays aux potentialités énormes comme le nôtre sur le plan agricole, avec ce que cela offre, on se permet quand même de chômer au Cameroun. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre sur pied cette association, certainement elle reviendra. Nous formons, au-delà du plaidoyer que nous menons, nous formons et nous donnons des outils aux jeunes de pouvoir pour pouvoir s'installer. Parce qu'après les formations, il y a l'aide au financement que nous apportons à travers un partenaire sud-africain. Alors, nous avons été aussi touchés. En ce qui, personnellement, j'ai fait mon premier champ de tomates il y a 1 an et demi. C'était à Mapou. Mapou, peut-être c'est dans l'arrondissement de Malantuin. Alors, j'avais perdu tout mon champ parce qu'il y a eu une maladie qui est entrée, qui avait attaqué la culture. C'était un champ d'environ 1,5 hectare, c'était 60 sur de 50 mètres. Et on avait perdu toute la culture. Cette année, nous avons été sérieusement secoués par la filière avicole aussi. C'est notre secteur aussi qui a été touché, plus de 7 milliards de pertes. Nous avions 700 poulets. Et lorsque la crise a commencé, nous étions au moment de la vente. Alors, le prix avait commencé à baisser, les marchés étaient fermés, ça veut dire que le poulet n'est pas un bien c'est un bien de consommation de luxe. On ne mange pas le poulet dans toutes les familles. Donc ça veut dire que si on ne prend que le nécessaire, ce n'est plus le poulet qui devient la première nécessité. Donc le poulet n'avait pas pu être vendu, mais par ricochet, il fallait continuer à nourrir. Vous devez nourrir, si vous ne nourrissez pas, il meurt. Vous nourrissez, ça coûte de l'argent, vous ne pouvez pas plus le vendre. On avait décidé de l'abattre. Une bonne quantité, environ 100, de mettre dans un grand congélateur qu'on avait acheté. Quand on a mis les 100 poulets dans le congélateur, nous avons commis, nous avons fait confiance à l'énergie. Et l'énergie a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Vous n'allez pas accuser tout le monde. Nous déplorons simplement une situation. Et nous avons perdu la totalité de ces 100 poulets qui à l'époque, en termes de poids, est dépassé déjà les 4,5 kg en termes de poids. Et cette situation nous a fait perdre, en plus du corona et de cette situation, on a perdu environ 1 million de francs CFA. Donc vous avez perdu et les tomates et les poulets. Et les poulets. Bon, la tomate, c'était... Il faut pour faire une bonne sauce tomate. Voilà. On a tous été affectés par cette situation et voilà pourquoi aujourd'hui, on est plus que jamais déterminés à mener ce que nous appelons le bon combat et essayer d'apporter du sourire à les acteurs de ce secteur qui sont restés très longtemps orphelins et pourtant ils font l'économie de notre pays. Je voudrais m'arrêter sur cette association. Un diplômé, un champ. Est-ce que ça veut dire que vous avez des champs à offrir? Parce que j'ai beaucoup de diplômés qui ont peut-être besoin d'espace. Alors, un diplômé, un champ, c'est un concept dont l'objectif est le changement de paradigme, le changement de perception en ce qui concerne le monde rural. C'est un grand paradoxe d'être dans un pays qui a 5 zones agroécologiques et qui a des surfaces arables disponibles qui sont inexploitées. C'est un vrai paradoxe d'avoir aussi des diplômés
qui se retrouvent sans emploi pour la plupart, avec 70% de taux de sous-emploi au Cameroun. Vous avez actuellement les enfants de l'enseignement, les élèves composent le baccalauréat, l'enseignement général. Rien que je vais me limiter simplement à l'enseignement, l'enseignement général. Ils sont un peu plus de 160 000 à passer les examens cette année. Vous avez dans le secteur, universitaire des milliers de diplômés chaque année. Vous avez aussi remarqué, depuis ces dernières années, le nombre de personnes que la fonction publique camerounaise recrute a baissé considérablement parce que les institutions de Bretton Woods demandent de réduire les effectifs de la fonction publique. Alors vous avez tous ces facteurs qui font en sorte que la plupart des diplômés vont constituer des chômeurs de demain. Alors dans ce type de situation, vous avez les terres, vous avez un besoin. On dit que la population africaine, elle va doubler dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on attend pour aller à la terre? Qu'est-ce qu'on attend pour trouver des solutions dans la terre? Voilà pourquoi on a décidé. Je salue ainsi les pères initiateurs de cette association. Nous avons parmi lesquels Bakina Gracien, Wem Charlie Junior, Annie Crescence et Mewo, qui ont pensé à mettre sur pied. Nous avons décidé de mettre sur pied cette association sur pied afin de changer le paradigme. De dire aux jeunes, aller au champ ne veut pas dire que vous avez échoué votre vie. Le champ est un vaste champ d'opportunités. Vous n'allez pas au champ pour tenir là-haut, mais vous y allez avec vos diplômes, avec votre intelligence pour développer l'agriculture. Ceux qui ont fait informatique, cherchez des solutions qui permettent de développer l'agriculture. Ceux qui ont fait marketing, cherchez des solutions qui permettent de pouvoir vendre des produits made in Cameroun davantage. Pour ceux qui sont intéressés, nous faisons des sensibilisations et des milliers, ils nous écrivent, ils répondent. Quand vous venez, nous avons des systèmes de formation de 10 à 15 jours. En 10 à 15 jours, on vous donne la capacité de pouvoir gérer votre champ, de pouvoir gérer votre élevage de porc, de poulet ou de notre élevage. Maintenant, lorsque vous avez fini votre formation, maintenant, on vous fait visiter les champs de ceux qui ont entrepris avant vous. Ce que nous appelons nos points focaux. Nous allons dans leur champ pour susciter en vous la passion. Quand on a pu susciter la passion en vous, maintenant, il y a des particuliers qui mettent à notre disposition. Nous avons par exemple à Douala depuis 2 mois. Un particulier nous a donné 1 hectare. On n'a pas trouvé de jeunes pour s'y intéresser. L'annonce a été faite. Ben, peut-être que l'annonce n'a pas été bien faite. Il faut parler davantage. Nous avons 1 hectare de terre disponible à Douala. Un particulier a mis cela à notre disposition pour qu'un jeune puisse pouvoir y développer l'agriculture. Et après avoir subi des formations, nous avons signé un partenariat aujourd'hui avec un fonds d'investissement qui permet l'octroi de crédits pour lancer votre activité. Voilà des solutions concrètes que nous apportons. Et je voudrais ajouter, avec votre permission, après le financement, quand vous avez les difficultés dans le secteur, comme c'est le cas avec la tomate, on vous défend aussi. On fait un plaidoyer aussi pour vous. Les crédits, ils sont donnés même à ceux qui n'ont pas de travail, parce qu'on sait ce que c'est que l'octroi du crédit. Nous travaillons avec les jeunes de telle sorte qu'ils constituent eux-mêmes les garants. À leur niveau des garants, même premier niveau des garants chez eux et deuxième niveau chez nous. Nous avons par exemple la diaspora. Quand nous formons un autre fonds qui est disponible chez nous, quand nous formons un jeune, nous avons vu du sérieux en lui, nous avons des sponsors. Dans la diaspora, ils investissent sur ton projet à travers l'association. L'association fait le contrôle et le suivi et le reporting pour que tu sois capable de rembourser l'argent et devenir autonome. Il fallait des outils que nous mettons sur pied. Il n'a pas besoin. Le garant, à ce moment, devient l'association. L'objectif pour nous, c'est de voir des jeunes s'installer de façon durable dans l'élevage, l'agriculture, la transformation agroalimentaire et être aussi indépendants. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui recensez ou alors ce sont les diplômés qui doivent venir vers vous? Nous lançons généralement des appels. Actuellement, là, nous sommes en train de recruter pour des formations. Sur notre page, un diplômé, un champ. Vous recrutez. Et lorsque vous avez souscrit, les formations, ça coûte généralement entre 20 et 25 000, ça dépend. Vous faites votre formation, on vous aide à élaborer votre business plan. Et on présente maintenant, si vous avez des signes, parce qu'on ne va pas prendre des jeunes qui ne sont pas sérieux. Si vous montrez des signes de sérieux, de suivi de votre projet, on vous fait une rencontre avec le bailleur qui est un Camerounais ou un Africain de la diaspora. Il étudie votre business plan, nous appuyons et maintenant
il y a le mécanisme de mise à disposition des fonds par l'association qui met à son tour ces fonds à disposition des jeunes avec un mécanisme de suivi pour le remboursement. Et nous avons des Camerounais à la diaspora, des Africains à la diaspora qui veulent investir dans l'agriculture mais qui ont besoin de garants. Nous pensons aussi qu'à travers ce modèle, nous apporter une solution à leurs problèmes. D'accord, vous parlez de champs. Nous tous on sait ce que c'est que la terre au Cameroun, avec les litiges qu'il y a souvent autour. Est-ce que là aussi il n'y a pas risque demain d'avoir des problèmes? Sinon, comment est-ce que vous octroyez des champs aux gens? Moi, je n'ai pas d'espace. Comment je fais? Alors, nous octroyons par exemple l'espace qui est disponible à Douala. C'est un propriétaire qui a son titre foncier qui met temporairement à disposition des jeunes ce champ. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Le temps de 2 ou 3 mise en disposition, c'est-à-dire est-ce qu'il loue? Est-ce que la personne utilise simplement de façon, je veux dire de façon gratuite? Nous négocions très souvent pour que ces jeunes utilisent ces champs gratuitement. D'accord. Ça, la plupart du temps, nous négocions pour qu'ils utilisent gratuitement. Même à Yaoundé, où nous avons les champs communautaires, nous les avons eu gratuitement. Donc, le jeune s'y installe de façon gratuite pour y développer l'activité 1 an, 1 an et demi, ça dépendra du type de contrat qu'on pourra avoir. Et maintenant, nous encourageons, il y a des espaces. S'il veut acquérir un espace en zone rurale, il y a des propositions que nous avons, nous les donnons dans la démarche. Nous pouvons nous donner des informations et nous les donnons dans la démarche pour pouvoir acquérir un terrain. Mais pour acquérir un terrain, il faut quand même des moyens. Il faut qu'il cultive quand même et qu'on voit la visibilité, on voit une certaine évolution dans son activité. Nous les donnons acquérir des terrains. Il y en a dans les zones rurales, il y en a encore suffisamment. Donc, si vous n'avez pas de terrain, comme c'est votre cas, et que vous êtes intéressé à l'activité, on vous met un terrain à disposition, vous y commencez, on évalue votre évolution, vous aide même à commercialiser vos produits, et par la suite, on vous facilite l'accès à un terrain dans une localité, dans des localités très souvent, c'est vrai, parfois reculées, mais qui existent, vous pouvez développer une agriculture un peu plus structurée là-bas. Est-ce que c'était un champ selon vous? C'est-à-dire que, parce qu'on sait, vous avez une formation journalisme, plus tard vous faites community manager. C'était le champ, votre champ d'opportunité, l'agriculture? Alors, l'agriculture, je pense que j'ai fini par trouver ma voie. Mais il fallait que je passe par le journalisme. Si je n'étais pas passé par le journalisme, je ne serais pas capable de mobiliser aujourd'hui beaucoup de communautés par rapport à cette cause. On m'écouterait moins si je n'étais pas journaliste. Donc, le journalisme m'a permis de pouvoir avoir des capacités et de pouvoir avoir un carnet d'adresses pour faire passer le message qui est celui du monde rural. Alors, j'ai adjoint à ma formation de journaliste une formation de community manager pour être capable de communiquer de façon efficace sur les réseaux sociaux. Toute notre stratégie de communication est basée sur les réseaux sociaux. Donc, nous pensons que cette communication porte ses fruits. Donc, il était important que je sois formé en journalisme et formé en community management. Et de tout naturellement, j'estime aujourd'hui, après un peu plus de 10 ans d'exercice de la profession de journaliste, que je peux aujourd'hui commencer à enseigner. C'est ce qui a justifié ma passion. Je fais de façon bénévole mes formations en journalisme et aussi en community management. Et aussi, le coach, je suis parfois coach en leadership dans le monde agricole. Ah, encore cette expression. Encore. Vous faites aussi du coaching pour le champ parce que... Oui, l'agriculture, ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est un peu... cette affaire de coaching, ça commence un peu à ressembler à autre chose. Est-ce qu'on a besoin, quand vous dites à quelqu'un aller au champ, est-ce que vous avez besoin vraiment de le coacher? Vous savez, quand vous êtes entrepreneur agropastoral, vous avez besoin d'avoir un soutien. Vous avez besoin d'avoir des outils. Oui, vous avez besoin d'avoir le coaching. Vous savez, quand vous êtes tombé déjà une fois, si vous n'avez pas le moral suffisamment fort, si vous n'avez pas le moral, et quelqu'un qui vous partage son expérience, je peux vous rassurer que vous allez finir par tomber. Donc, il faut le coach qui vous permet de dire non, ce qui vous est arrivé à quelqu'un d'autre, ne vous découragez pas. C'est ça le coaching dans le monde agropastoral. Comme je l'ai toujours dit, ce que le coach dit, c'est ce qu'on sait déjà. Donc, il révèle, en fait, en réalité, le coach révèle
le potentiel qui est existant en vous et que vous savez, mais il stimule simplement. Très bien, merci Cela. beaucoup Alain-Georges Lietbeau. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour nous. Merci Aurèle, merci à la chaîne STV, merci aux téléspectateurs, j'y arrive. J'espère qu'à travers cette émission, ils seront suffisamment édifiés et ils vont voir désormais au monde rural un vaste champ d'opportunités. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.